Cette affaire est similaire à une affaire que j'ai racontée il y a quelques temps. Et comme j'avais dit sur cette vidéo, âme sensible, s'abstenir. Alors on est en mai 1999 quand une jeune fille se présente au poste de police de Tsim Sha Tsui à Hong Kong. Elle raconte aux policiers qu'elle est hantée par le fantôme d'une jeune femme, que cette dernière la poursuit et lui demande de tout raconter. Les policiers pensent être face à une ado qui délire, donc ils la prennent pas vraiment au sérieux. Mais cette jeune fille âgée de 14 ans insiste. Elle commence à donner des détails. Elle dit qu'ils l'ont brûlée et qu'ils l'ont tuée, que ça s'est passé dans un appartement de Granville Road et qu'elle est prête à les y conduire. Les policiers sont sceptiques, mais ils sont intrigués par ses dires. Alors ils l'auditionnent de manière informelle. Afong est une jeune fille de 13 ans qui détestait l'endroit où elle vivait. Elle se disputait beaucoup avec ses parents et ses frères. En 1998, alors qu'elle est en fugue, elle rencontre un jeune homme. À ce moment-là, elle ne le sait pas, mais ce jeune homme va changer sa vie, et pas de manière positive. Un jour, alors qu'elle est assise seule dans un restaurant, il y a un jeune homme qui va venir l'aborder. Il s'assoit à côté d'elle en disant qu'il s'appelle Leung Wai Lun et que son surnom c'est Gangster. Il est âgé de 18 ans et qu'il fait partie des triades, la mafia chinoise. Il est vêtu d'un faux costume Armani, d'un collier en or autour du cou et d'un bracelet de la même couleur. Et quand Afong elle entend qu'il fait partie de la triade, la mafia chinoise, mais ses yeux s'illuminent. La triade, ça veut dire argent et pouvoir. Elle tombe tout de suite sous le charme. Donc ce jour-là, Afong 13 ans et Gangster 18 ans vont devenir amants. Vous avez bien entendu, amants. À partir de ce jour-là, pour Afong, c'est un nouveau monde. Les boîtes de nuit, les bars à karaoké, les hôtels luxueux, les appartements luxueux. Gangster, il la ramène partout. Et elle kiffe. Elle reprend contact avec ses parents, mais elle les voit pas souvent. Elle passe la majorité de son temps avec Gangster. Et elle commence à se droguer, à boire de l'alcool, à vivre une vie d'adulte. Alors pas une vie correcte, mais je vous rappelle qu'elle a 13 ans. Encore je me dis c'est une femme de 20 ans, majeure et vaccinée, ok. Mais elle a 13 ans. Au bout d'un an de relation, Gangster décide de présenter Afong à celui qu'il désigne comme étant son frère, son meilleur ami, Chan Man Lok. Chan est un proxénète et trafiquant de drogue âgé de 34 ans. Lorsque Gangster présente Afong à Chan et il lui explique sa situation, donc que c'est une fille qui est livrée à elle-même, il lui propose de venir loger chez lui. Il habite dans un appartement à Granville Road, un appartement où il y a 7 pièces. Donc il a largement la place d'accueillir Gangster et sa petite amie. Et lui, ça le dérange pas, au contraire. Ça lui fera de la compagnie. Les deux acceptent. Je vous l'ai dit, Chan il habite dans un luxueux appartement de 7 pièces. Et la première chose qui vous marque quand vous rentrez chez Chan, c'est la décoration. Les rideaux, les draps, les ustensiles de cuisine. Tout est décoré en Hello Kitty. En tout cas, c'est ce qui a frappé Afong. Parce que quand on connaît le personnage, c'est surprenant. Il n'y avait que ça, des figurines Hello Kitty. Il en était fan. Alors, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais je vais le préciser avant qu'on poursuive. Chan, c'était un trafiquant de drogue. Et c'est pas un trafiquant de drogue, allez, je suis gentil, j'aide les darons du quartier, non. C'est le trafiquant de drogue cruel, violent. Il a une fascination pour le sexe et la violence. Et la drogue qu'il vend, c'est pas du bédo ou de la bœuf. Méthamphétamine. Cette drogue qui vous dissout petit à petit. Bon, là, peut-être que le touchy et tout, ça peut vous rendre schizophrène, mais la méthamphétamine, chérie, c'est... tu montes au plafond directement. Et j'en ai jamais pris, parce que je vous connais un peu. Mais, de ce que j'ai lu, tu montes au plafond directement. Il la vendait et il l'a consommée. L'appartement de Chan était très moderne. Télévision à câble. Alors, je rappelle qu'on est dans les années 98. Donc nous, ça nous paraît... mais pour Afong, c'était quelque chose de ouf. Et en plus, elle vient d'un milieu très modeste. Donc elle est émerveillée par tout ça. Donc télévision à câble, PlayStation, films hollywoodiens, indiens, beaucoup de vidéos porno. Mais ça n'arrête pas Afong. Je vous l'ai dit, elle est émerveillée. Elle kiffe. Elle est heureuse d'être là. Elle n'était pas prête pour la suite. Chan y consommait la drogue qu'il vendait. Cette drogue qu'il appelait la ice, qui était la méthamphétamine, le mettait souvent dans des états délirants. Dans des états où il se sentait au-dessus des lois. Et quand il était comme ça, il appréciait beaucoup les scènes de violence et de sexe. Chan fréquentait énormément les bars à karaoké et les maisons closes. Et c'est dans l'un de ces endroits qu'il va rencontrer la victime. Fan Mani, âgée de 23 ans. Fan Mani est née à Hong Kong en 1974. Très jeune, elle est placée dans un orphelinat pour jeunes filles et le quitte à l'âge de 15 ans.
Pour survivre dehors, elle vole des vêtements et de la nourriture. Très vite, elle se lie d'amitié avec des jeunes qui sont comme elle, déscolarisés et ont une histoire de vie compliquée. Et c'est comme ça qu'elle finit par tomber dans l'alcool et la drogue. Mais pas n'importe quelle drogue, la méthamphétamine. Cette drogue que Shan vend. Mais à cette époque-là, c'est pas lui qui la vend. Elle le connaît même pas. Et je pense qu'elle a même pas, en tout cas à ce moment-là, qu'elle imaginait même pas que sa vie allait finir comme ça. À l'âge de 18-19 ans, Fan trouve un travail de danseuse dans un bar à karaoké. Malheureusement, ce travail de danseuse l'entraîne dans le milieu de la prostitution. Souvent, à la fin de son service, elle est amenée à raccompagner des clients chez eux et accepte d'avoir des rapports en échange d'une somme d'argent. À ce moment-là, Fan, elle tombe de plus en plus accro à la méthamphétamine. Ça lui permet de supporter les humiliations et la fatigue. Selon une de ses amies, elle rêvait que d'une chose, c'est quitter ce milieu et fonder une famille. Malheureusement pour elle, son projet n'aboutira jamais. À l'âge de 20 ans, Fan rencontre un homme dont elle tombe éperdument amoureuse. Les deux se mettent en couple. Elle pense avoir trouvé celui qui va apaiser ses souffrances, qui va combler le vide qu'elle a, le manque d'amour et la solitude. Malheureusement, c'est le contraire. La relation est tumultueuse et le couple se dispute souvent à cause de la drogue et du manque d'argent. Mais malgré l'instabilité du couple, ils vont finir par avoir un enfant, un fils. Et en 1996, le père du fils de Fan va les quitter, la laissant seule avec leur enfant. Fan aimait énormément son fils et voulut lui offrir une vie normale. Il était à peine âgé de 6 mois quand le père les a quittés. Alors elle décide de reprendre le travail qu'elle avait quitté quand elle l'a rencontré, danseuse dans un bar de karaoké. En 1997, Fan a 23 ans, elle est toujours danseuse dans le bar de karaoké, mais elle a repris son deuxième travail, prostituée. Et elle travaille dans une maison close qui s'appelle Romance Villa. Elle commence à voir sa clientèle, des chefs d'entreprise, des pères de famille, des mecs banals et des mafieux. Et dans tout ce beau monde, il y en a un qu'elle fréquente plus que les autres. Tout simplement parce que c'est son client, mais également son dealer. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'elle était accro à la méthamphétamine. Cet homme, il s'appelle Shan Man-lok, le meilleur ami de gangster, le petit ami d'Afong, cette jeune fille âgée de 13 ans. Les deux se voyaient régulièrement pour leurs affaires, mais Fan avait pris la décision d'arrêter de voir Shan. Elle trouvait que durant les rapports tarifiques qu'ils avaient, où les deux se droguaient énormément, Shan se montrait très violent. Et pour ça, elle souhaitait mettre un terme à leur rencontre. Mais avant de mettre un terme à leur rencontre, elle décide de le voir une dernière fois. Elle est à court d'argent et de drogue. C'est la seule solution qu'elle a. Et durant ce qu'elle pensait être la dernière rencontre avec Shan, elle commet l'irréparable. Elle vole son portefeuille dans lequel il y a $4000 et elle s'enfuit. Quand Shan remarque que Fan lui a volé son portefeuille, il est furieux et il jure de se venger. De son côté, Fan, qui commence à reprendre ses esprits, redoute les représailles. Et comme elle redoute les représailles, elle décide de lui rembourser plus de la moitié de ce qu'elle a volé, soit $10 000. Mais lorsqu'elle se présente à Shan pour lui remettre la somme, il lui fait comprendre que pour lui c'est plus qu'un vol, c'est une humiliation. Et comme pour Shan c'est une humiliation, il décide de l'amender. Il lui dit qu'en plus des $10 000 qu'elle vient de lui remettre, elle lui donne maintenant $16 000. Mais comme Fan n'a pas la somme sur elle à ce moment-là, il la laisse repartir, en lui disant que le dossier est toujours ouvert, et que tôt ou tard, elle finira par le rembourser. En mars 1999, Shan, lassé d'attendre, décide d'envoyer ses deux hommes de main kidnapper Fan, qui donne plus de nouvelles. Xing Shui Gangster remonte vite la trace de Fan. Il la kidnappe en pleine rue, la force à monter dans un véhicule dans lequel ils vont la défigurer, puis ils vont la conduire à l'appartement de Shan, à Granville Road. C'est là qu'elle fera la connaissance de Afong, cette jeune fille âgée de 13 ans. Arrivée à l'appartement, Shan lui explique que pour rembourser sa dette, elle va devoir bosser pour lui. Fan n'a pas d'autre choix, donc elle accepte. Mais le problème, c'est que comme ces deux hommes de main l'ont défigurée, elle fait fuir les clients. Elle ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et à fond, elle va dire que, du coup, les premiers jours, il décide de s'amuser avec elle. Elle va subir des coups, des insultes, des humiliations. Mais très vite, les choses vont dégénérer. Malheureusement pour elle, Fan et ses complices commencent à prendre goût à son impuissance. Ils ne veulent plus la contrôler, ils veulent aussi la briser. Et c'est là que les vrais sévices vont commencer. En plus de la battre quotidiennement, ils vont également la priver d'eau et de nourriture. Ils vont la forcer à rester dans des positions humiliantes pendant des heures
et ils vont aussi la suspendre au plafond. Shan va la forcer à avoir des relations sexuelles violentes avec lui et ses amis. Je vous l'ai dit, il la prive d'eau et de nourriture, mais quand il se décide à la nourrir afin qu'elle reste en vie, il lui donne de la nourriture périmée. Et en plus, c'est rationné. Quand elle a soif et qu'ils veulent bien lui donner de l'eau, il lui urine dans la bouche. Et quand elle veut pas avaler, il lui pisse sur le visage. Un jour à Phong, la jeune fille âgée de 13 ans, elle va déféquer dans une boîte à chaussures. Elle va ramener cette boîte à chaussures devant Pham et elle va la forcer à manger ses excréments. Ils vont la battre avec des barres de fer, des ceintures, même des meubles. Ils vont lui infliger des blessures en lui faisant des griffures ou à l'aide d'objets contendants. Et pour qu'elle souffre beaucoup, ils vont mettre sur ses blessures du poivre ou de l'huile pimentée. Et quand ils ont l'impression de ne pas en avoir assez fait, ils prennent des pailles qu'ils vont brûler à l'aide de briquets. Ils vont laisser couler des petites gouttes de plastique sur les pieds de Fan, ce qui provoque des brûlures intenses et douloureuses. Et pendant qu'elle se tord de douleur, eux, ils rient aux éclats. Et à ça, même à Phong, elle va y participer. Ils l'ont torturée. Ils l'ont tellement torturée qu'à la fin, elle n'arrivait même plus à se mouvoir. Elle n'arrivait plus à bouger. Mais ça les a pas arrêtés. Pendant 1 mois, ils vont torturer Pham. Et pendant ces sévices, ils vont la forcer à faire semblant d'être heureuse. Et si pour eux, elle ne faisait pas assez semblant d'être heureuse, c'était une punition. Alors ils la frappaient encore plus. Et au bout d'un moment, à Phong, elle dit qu'ils vont se lasser. Qu'elle était brisée et que c'était plus aussi amusant. Alors ils vont l'abandonner. Attachée, blessée et inconsciente. Un jour, Phong s'est réveillée et s'est dirigée dans la salle de bain où ils avaient déplacé le corps de Fan 2 jours plus tôt. Et quand elle entre dans la salle de bain, elle y trouve le corps de la jeune femme sans vie. Elle va donc prévenir Gangster, son petit ami, qui appelle Shan et Xingqiu, ses complices. Les 3 essaient de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire du corps? Mais ils n'arrivent pas à prendre de décision. Alors ils la laissent là, attachée, dans la salle de bain. Le soir même, ils sont sortis. Ils sont allés dans une arcade de jeux, et quand ils sont rentrés, ils sont directement allés se coucher, sans se soucier une seule seconde du corps sans vie de Fan, qui était à même le sol dans la salle de bain. Et c'est donc le lendemain que Shan rassemble ses petits chiens et leur dit que maintenant il faut la détruire, la faire disparaître. Il place donc le corps de Fan dans la baignoire et la démembre à l'aide d'une scie à bois. La chair et les organes sont mis dans des sacs plastiques puis stockés dans le congélateur. Quant à la tête de Fan, Gangster a demandé à Phong, sa petite amie de 13 ans, de la faire bouillir dans de l'eau chaude afin que la chair se détache du crâne et d'éviter une odeur de putréfaction qui pourrait attirer l'attention. C'est ce qu'elle a fait. Et pendant que à Phong elle faisait bouillir le crâne de Fan dans de l'eau chaude, ils ont fait leur repas à côté. Et ils ont mangé tranquillement. Après que Phong ait fait bouillir le crâne de Fan dans de l'eau chaude, elle l'a donné à Shan, qui l'a placé dans une poupée Hello Kitty, d'où le nom de l'affaire. Et c'est comme ça que le récit d'Afong, il se termine. Les policiers sont choqués. Les policiers sont bouche bée. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu une telle affaire, qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et quand ils ont compris qu'ils n'étaient pas face à une ado qui délirait, ils ont tout de suite mis fin à l'échange informel afin d'enclencher une procédure d'audition officielle. Lors de l'audition officielle, on lui a commis un avocat d'office afin que ses droits soient respectés. Afong raconte à nouveau ce pourquoi elle est venue au commissariat. Et une fois qu'elle a fini, son avocat y prend la parole. Il explique que sa cliente elle est mineure et qu'elle a été influencée. Qu'elle est prête à les conduire aux preuves à l'appartement. Mais pour ça, il faut qu'elle soit protégée. Alors il demande l'immunité totale. Qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Les policiers n'ayant pas le pouvoir d'accepter ou de refuser, ils envoient la demande au procureur général de Hong Kong. Il accepte directement. Immunité totale, en échange d'un témoignage, et qu'elle les conduise aux preuves. L'accord est conclu. Afong les ramène à l'appartement de Shan, là où tout s'est passé. Arrivés à l'appartement de Shan à Granville Road, les policiers se rendent compte que l'appartement est vraiment dans un état de désordre. Il est sans dessus-dessous. Mais ils se rendent compte également qu'il est vide, qu'il n'y a personne. Et ça les arrange.
Ça évite non seulement une confrontation qui pourrait mal tourner, mais ça leur permet aussi de collecter les preuves dont ils ont besoin. Et c'est ce pourquoi ils sont venus à la base. Afin qu'elle leur montre chaque pièce où Fan elle a été torturée. La cuisine, la salle de bain. Elle leur montre également chaque ustensile qu'ils ont utilisé. Elle les conduit au congélateur où il y a les restes du corps de Fan, stockés dans des sacs plastiques. Et elle finit par leur montrer la poupée Hello Kitty, dans laquelle il y a le crâne de Fan. Maintenant que les policiers sont sûrs, Afong disait la vérité et ne délirait pas du tout, grâce aux informations qu'elle leur remet, ils remontent à Chan Man-lok. C'est le premier à être arrêté. Et quelques temps après, ils arrêtent Ching Cho et Gangster, ses complices. Arrivés au commissariat, les 3 hommes sont sereins parce que pour eux, il n'y a pas de perquise, ils auraient été au courant. Ils savent même pas pourquoi ils sont arrêtés à la base. Ils sont auditionnés séparément. Et quand les policiers commencent à leur parler de Fan, au début ils nient. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils la connaissent pas, ils l'ont pas kidnappée. Mais face aux preuves matérielles et aux témoignages de Afong, ils n'ont pas d'autre choix que d'assumer. Mais ils décident tout de même d'atténuer leur responsabilité. Ils expliquent que eux c'est des simples proxénètes. Et ils tiennent un bordel. Que Fan, elle travaille dans ce bordel. Et que Fan se droguait beaucoup. Un jour, Fan a fait une overdose, et comme ils avaient peur des ennuis qu'il pourrait avoir s'il déclarait sa mort, ils ont décidé de se débarrasser du corps. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans des sacs plastiques et stocké dans le congélateur. Mais ils l'ont jamais fait de mal. Tout ce que Fan elle a fait de son plein gré. Aucun sévice corporel ne lui a été infligé. En tout cas, c'est ce qu'ils disent aux policiers. Après leur audition, les 3 ont été incarcérés. Et en 2000, le procès a eu lieu. Les médecins légistes ont confirmé que Fan avait bien subi des sévices corporels. Coups, brûlures, privations, hématomes et blessures post-mortem. Tout ce que Afong a raconté a été confirmé grâce aux médecins légistes. Mais comme son corps était énormément endommagé et qu'il manquait beaucoup d'organes, ils n'ont pas réussi à déterminer si c'est les sévices qui l'ont tué ou la toxicomanie. Le chef d'accusation qui a donc été retenu, c'est homicide involontaire, malgré les sévices qu'elle avait subis. Les 3 ont été condamnés à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous en prison. Tous, sauf Afong. Je vous l'ai dit, ils ont tous été arrêtés, sauf Afong. Et puis d'ailleurs, Afong, c'est même pas son prénom. On sait pas comment elle s'appelle. A, en Chine, c'est le diminutif de petite gamine. Et Fong, c'est le pseudonyme que les médias lui ont donné. Ceux qui ont regardé la série que je vous ai conseillée il y a longtemps, Le Mobile, vous savez qu'en général, quand un mineur est accusé de tel acte ou est mêlé à une telle histoire et qui bénéficie de l'immunité, après ça, il disparaît. Son nom, son passé, tout est modifié. C'est ce qui s'est passé pour Afong. Elle a accusé des mafieux qui font partie de la mafia chinoise. Le risque de représailles était trop élevé. Alors ils l'ont fait disparaître. Son avocat a tout fait pour que ses informations personnelles soient protégées. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. On sait juste qu'au début de l'histoire, elle avait 13 ans, qu'à la fin, elle en avait 14, et que c'est elle qui a tout dénoncé. En obtenant l'immunité, Afong, elle s'est assurée la liberté. Fin de la storynet.